Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les logiciels eSchool. eSchool, c'est un logiciel qui est développé par le groupe de développement des solutions informatiques Evaxonsoft. Nous allons vous montrer comment utiliser pour la première fois les logiciels eSchool sur votre machine, comment l'installer et comment faire la prise en main. Alors, nous avons le logiciel qui est dans un dossier compressé. C'est le dossier eSchool qui est là. Nous allons premièrement essayer d'abord de décompresser ces dossiers-là. Vous allez utiliser un décompresseur et une application de décompression des dossiers. Je ne sais pas lequel vous allez utiliser, mais moi je vais utiliser l'application qui est fournie avec le système. On me donne la possibilité d'extraire tous les fichiers. Oui, je vais extraire tous les fichiers. Et je vais préciser le dossier de destination de l'extraction des fichiers, c'est sur le desktop. Je commence l'extraction et directement il va se créer sur le dossier, le bureau bien sûr, le dossier du logiciel eSchool. Alors, je patiente un tout petit peu que certains fichiers soient extraits afin de pouvoir bien installer les logiciels eSchool sur la machine. Une fois la décompression terminée, nous allons maintenant ouvrir le dossier qui a été créé sur le bureau selon l'emplacement que j'avais précisé. Il est là. Dans ce dossier, nous allons voir le sous-dossier qui porte toujours le même nom, logiciel eSchool. Nous ouvrons le dossier. Et dans le sous-dossier, nous avons le fichier exécutable du logiciel eSchool qui est là et le dossier de fichier de base des données des tests. C'est écrit BDD des tests. C'est juste une base de données qui contient déjà certaines informations que nous avons enregistrées. Question de faire une démonstration que vous pouvez utiliser. Vous avez soit pour savoir comment ça marche et voir comment réellement les logiciels fonctionnent avec des informations déjà et des données déjà enregistrées, vous pouvez utiliser cette base de données là. Mais là, pour le moment, on ne va pas toucher à la base de données des tests. Nous allons passer à l'installation du logiciel. Pour installer le logiciel, nous avons notre fichier exécutable qui est là-bas. Nous double-cliquons sur le fichier. L'installation est normale comme de tout logiciel. Et vous patientez un tout petit peu que le fichier extrait certains fichiers d'installation du logiciel. Pendant que l'extraction est en train de se passer, nous patientons un tout petit peu et je signale que ça dépendra de la vitesse de votre microprocesseur de l'ordinateur. Alors, une fois l'extraction des fichiers terminée, il va se lancer une interface qui va vous permettre d'installer. Commençons d'abord par préciser si vous avez les droits d'administrateur de la machine. Et vous allez cliquer sur le bouton oui pour valider que vous avez les droits d'utiliser ou d'installer le logiciel sur la machine. Alors, après avoir validé que vous êtes enfin administrateur, vous avez les droits d'installer ou d'utiliser la machine sur laquelle vous installez le logiciel. Alors, va se lancer le processus d'installation. Le processus d'installation qui commence d'abord par la première interface qui est liée au choix de langage. On nous propose le langage qui sont là-bas. Nous avons l'anglais, le français, l'espagnol. Nous prenons le français et on sélectionne la langue française et on clique sur le bouton OK. Après, nous patientons toujours un tout petit peu. Il y a cette interface d'installation qui est devant nous. C'est un assistant d'installation. Alors, sur cet assistant d'installation, nous avons deux possibilités d'installer les logiciels. Il y a la première possibilité, c'est l'installation rapide. Et cette installation rapide qui va vous épargner à préciser certains paramètres du logiciel. Pour le moment,
préfère que nous puissions utiliser d'abord l'installation personnalisée. Il y a l'installation rapide et l'installation personnalisée. L'installation personnalisée vous permet d'installer les logiciels avec l'assistant, bien sûr, tout en précisant certains paramètres de notre logiciel. Donc la différence entre les deux types d'installation est que le premier type d'installation ne va pas vous donner des choix, tandis que le deuxième type d'installation va vous donner certains choix des paramètres. Alors, pour ceux qui vont utiliser les logiciels, je vous demanderai d'utiliser l'installation personnalisée, c'est beaucoup plus approprié. Et en cas de l'utilisation du serveur, donc si dans l'entreprise il y a plusieurs machines qui travaillent en mode client-serveur, il faudra avoir un serveur de données, ce que nous allons voir dans cette installation. Alors, je prends le choix de l'installation personnalisée. Après, on va me donner la possibilité de choisir le chemin d'emplacement de l'installation de notre fichier exécutable. Par défaut, on nous donne le chemin sur les disques des programmes files. Je peux changer. C'est ça l'avantage avec l'installation personnalisée. Vous pouvez changer vous-même l'emplacement de l'installation de votre logiciel. Tandis qu'avec l'installation rapide, vous n'avez pas ce choix-là. C'est le logiciel lui-même qui se crée le chemin d'installation et c'est le logiciel lui-même qui fait tout. Alors, je vais aller parcourir là-bas sur mon disque, bon, sur les emplacements de ma machine. Je vais aller moi-même préciser là où le logiciel sera installé. Je pense que je peux prendre sur le disque C. Au lieu que j'installe ça dans le programme file, je peux installer uniquement sur le disque C directement. Je prends seulement Windows C. Alors, je sélectionne le dossier. Là, vous voyez qu'on m'a changé. L'installation va se faire sur le répertoire du disque C. Et on va créer directement le dossier eSchool. Après, je vais préciser maintenant. Alors, je vais sur suivant. On me propose ici d'installer le serveur Hyperfile HFSQL. Le serveur Hyperfile HFSQL, c'est un serveur de base de données qui permet de regrouper les données de plusieurs machines, de plusieurs postes de travail en un seul endroit. Parce que notre logiciel fonctionne sur le mode de traitement des données client-serveur, l'architecture client-serveur. Il fonctionne aussi sur l'architecture monoposte et aussi l'architecture des bases de données réparties. Alors, ici, on nous propose des connexions de bases de données. L'application utilise des connexions vers des bases de données Hyperfile HFSQL. Voulez-vous? Le premier choix, c'est utiliser un ou plusieurs serveurs existants sans modification. Là, c'est au cas où il y avait déjà un serveur Hyperfile HFSQL sur la machine. Là, je vais utiliser le premier choix. S'il n'y avait pas de serveur, je vais installer. C'est ça l'objectif même de notre vidéo. Je vais installer d'abord le serveur Hyperfile HFSQL. Je vais prendre installer ou mettre à jour le serveur existant. Je coche sur le bouton radio, je vais sur suivant. On me dit l'installation d'un serveur Hyperfile HFSQL. Choix de la plateforme. Où souhaitez-vous installer et mettre à jour le serveur Hyperfile SQL? Installer et mettre à jour le serveur pour Windows sur cette machine. Oui, j'utilise le serveur Windows, d'autant plus que le système d'exploitation que j'utilise est le Windows. Je laisse le choix qui a été gardé. Le deuxième choix, c'est mettre à jour un serveur Windows sur une machine existante. Là, c'est dans le cas où on avait plusieurs machines en réseau et que nous voulons faire cette installation sur une autre machine qui sera choisie comme serveur. Là, on va prendre le deuxième choix. Mais pour le cas de notre tutoriel, nous allons laisser le premier choix. Et la machine sur laquelle nous travaillons sera considérée comme le serveur. Alors, je vais sur suivant.
On nous donne la proposition suivante. On nous dit l'installation du serveur HFSQL, c'est toujours cette installation. Là, on est en train de faire le choix du serveur à installer ou à mettre à jour. Installer un nouveau serveur. Oui, je laisse ce qui est coché par défaut. J'installe un nouveau serveur. Alors, je vais donner quelques paramètres. On me dit le serveur sera installé dans serveur HFSQL, le chemin qui est proposé là-bas. Je peux changer de chemin. Je préfère que le serveur soit installé dans le même répertoire où je précisais l'installation de mon logiciel. Là, je vais aller sur le bouton de parcourir. Je pense que le répertoire, c'est sur le disque C. Et je vais sélectionner seulement le disque C. Alors, tout doit être sur les disques C et non pas dans d'autres programmes, d'autres dossiers. Alors, le serveur sera installé. Là, on nous donne les informations concernant le serveur. Nous avons le nom du serveur. Par défaut, le nom du serveur, c'est le nom de la machine. Nous avons EvaxonSoft, c'est le nom de notre machine. Le port de connexion, c'est le port 4900. Là, on ne touche à rien. On laisse tout ce qui est coché tel que ça y est. On va sur suivant. Et directement, on commence l'installation d'un serveur Hyper-V HFSQL. Le processus pourra prendre un peu de temps par rapport à la vitesse de votre microprocesseur. Certains fichiers de contrôle HFSQL. Vous allez voir que directement on a créé un raccourci sur le bureau de centre de contrôle HFSQL. C'est ça le serveur dans lequel nous allons passer notre base de données pour connecter d'autres machines au cas où nous avons opté pour l'architecture client-serveur et que nous allons voir toujours dans la suite de cette vidéo. On nous dit ici que l'installation est terminée avec succès. Je peux aller sur suivant pour continuer. Là, alors, on commence à installer maintenant le logiciel. L'installation va être effectuée dans le répertoire qu'on avait choisi, le serveur HFSQL School. C'est bon. Alors, l'installation du logiciel démarre. On est en train d'extraire certains fichiers du logiciel pour que nous puissions commencer à utiliser les logiciels eSchool sur notre machine. Voilà, je pense que l'installation est terminée. On nous dit l'installation terminée, lancer les programmes. Donc, si nous cliquons sur terminer, on va directement lancer les programmes. Et on va placer l'icône sur le bureau. On va placer l'icône dans le menu de démarrage pour tous les utilisateurs et placer l'icône dans la barre de lancement rapide. Vous avez la possibilité de décocher toutes ces propositions. Mais moi, je laisse les propositions telles qu'elles sont. Je vais terminer. Et je commence à utiliser les logiciels. Vous voyez que il y a les fichiers de lancement qui s'est créé en raccourci sur le bureau. C'est ces fichiers que nous allons utiliser pour la suite de notre logiciel. Voilà, là nous sommes sur la première interface qui se lance. Nous allons dire en fait la deuxième interface du logiciel parce que la première interface était juste l'interface d'accueil. Et nous sommes sur la deuxième interface ici qui est dédiée et destinée à la connexion. Alors sur cette interface, vous avez la possibilité de préciser quelle architecture vous utilisez. Et la connexion à la base des données, on a dit ici, connectez-vous à la base des données. Et la connexion à la base des données s'est fait sur plusieurs types. Nous avons d'abord le type de local et partagé. Je vais essayer d'expliquer d'une manière beaucoup plus détaillée tous ces types. On commence d'abord avec le premier type, c'est le type local partagé. Le type local partagé, c'est un type de connexion qui permet aux utilisateurs de créer un répertoire physique, bien sûr, où on va loger les fichiers de base de données. Ce répertoire, c'est un dossier sur lequel on peut travailler. L'avantage avec ce système, c'est que on peut dupliquer les informations, les données de notre entreprise à la fin de la journée, par exemple. On peut, à la fin de la journée, copier les dossiers de fichiers que nous avons créés sur un support
pour permettre de récupérer ces informations en cas de perte. Donc, avec ces types de connexions, les données sont portables, les données sont portatives. On peut le travailler sur n'importe quel emplacement et sur n'importe quel PC. Je peux prendre les informations que j'ai enregistrées sur ce PC et copier dans le dossier que je vais bientôt la créer et amener ça ailleurs. Ça, c'est le premier mode. C'est ça l'avantage. L'avantage est qu'en cas de perte, nous avons l'assurance d'avoir toutes les données de l'entreprise dupliquées ailleurs. Le deuxième type de connexion, c'est le type de connexion client-serveur. Dans le type de connexion client-serveur, là, nous avons un serveur, comme nous avons installé les serveurs Hyperfile SQL. Et c'est dans ces serveurs-là que nous allons utiliser toutes les données de l'entreprise. On a aussi la possibilité de faire la duplication et aussi faire la réplication des données dans un dossier. Ça, nous le verrons prochainement dans des prochaines vidéos, comment faire la duplication et aussi la réplication des données sur les serveurs Hyperfile SQL. Alors, avec ce type d'architecture, nous avons une seule machine sur laquelle est installé le serveur et d'autres machines qui est cliente qui seront liées à la machine considérée comme un serveur. Et là, on travaille en mode client-serveur. Tout ce qui se passe sur les clients, on le retrouve sur les serveurs. Avec ces modes, il n'y a pas moyen de copier les données et les amener sur un autre support, quand bien même que cela est faisable. Mais c'est un peu différent avec le mode partagé que je vous ai enseigné, où vous créez vous créez un dossier des fichiers de base de données physiques que vous pouvez utiliser et apporter partout où vous voulez. Le troisième mode, c'est le mode monoposte. Le mode monoposte, c'est le mode qui permet de travailler avec les données sur la machine. Dans ce mode ici, il n'y a qu'un seul utilisateur. Des monopostes, ça veut dire tout ce que je suis en train de faire comme enregistrement des données seront sur cette machine et cela ne peut pas être accessible à partir d'une autre machine. Bon, la plupart des applications, c'est toujours les monopostes. Et puis, nous avons le troisième, l'inconvénient de ces modes est que lorsqu'il y a panne sur la machine, on perd toutes les données. C'est ça l'inconvénient de ces modes ici. Et l'avantage est qu'on n'a pas à faire beaucoup de précisions pour savoir les données sont où. C'est la machine qui garde les données dans le répertoire que nous avons créé pour l'installation du logiciel. Alors, le quatrième mode, c'est le mode de connexion cloud. Là, c'est au cas où la base de données est hébergée sur un serveur sur le cloud. On peut accéder à partir des protocoles HTTP. Là, c'est pour permettre aux utilisateurs d'utiliser la base de données partout dans le monde avec la connexion Internet, bien sûr. Alors, l'avantage avec le premier mode ici, les deux modes, le mode partagé et le client-serveur EK, ce sont les données qui sont accessibles à plusieurs utilisateurs. Ça veut dire que beaucoup d'utilisateurs peuvent utiliser les mêmes données, la même base de données, le même dossier. Vous pouvez prendre les dossiers que vous allez créer là, le partager en réseau et travailler sur le même dossier. L'accessibilité n'est pas limitée avec les deux modes client-serveur, tandis que le mode monoposte, l'accessibilité est limitée à un seul utilisateur. Et le cloud, là, il nous faudra avoir une connexion Internet pour pouvoir se connecter à la base à partir des protocoles HTTP. Voilà. Nous allons dans cette vidéo d'abord vous montrer comment utiliser les modes local et partagé. C'est le premier mode que nous allons utiliser dans cette vidéo. Nous allons premièrement chercher à créer le dossier de la base de données. Donc, un dossier dans lequel on va créer notre base de données. La base de données ici, c'est l'ensemble de plusieurs fichiers qui constituent ces dossiers-là. La première chose à faire, c'est chercher d'abord l'emplacement. Vous allez créer ces dossiers-là d'une manière physique qui est duplicable. Je le crée sur mon bureau. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais renommer mon dossier BDD School. BDD School.
Alors, le dossier est créé, il est vide. Après avoir créé les dossiers vides, c'est dans ces dossiers vides que nous allons voir comment y mettre les informations, bon, les fichiers de notre logiciel de base de données. Alors, vous voyez dans le mode partagé, on nous donne des options. La première option, c'est créer ou ouvrir le répertoire de la base de données. Avec cette option, vous avez, si c'est pour la première fois, comme c'est la première fois d'utiliser le logiciel sur cette machine, nous allons créer ou ouvrir le répertoire de base de données. Comment on crée? On crée une base de données vierge, vide telle qu'elle est là, et on ouvre le répertoire d'une base de données qui existe déjà. Ça veut dire qu'on a déjà un dossier contenant tous les fichiers de base de données et on peut ouvrir et localiser ces dossiers-là et commencer à travailler. Et tout ce que nous allons faire tout au long de notre utilisation du logiciel, toutes les données seront envoyées dans ces dossiers-là. Alors pour le moment, nous allons utiliser la création. Le deuxième mode ici, c'est au cas où il y avait déjà une connexion existante. Une connexion existante, ça veut dire que, comme c'est la première fois, on utilise directement les paramètres de configuration de ces dossiers que nous avons créés ou bien choisis seront sauvegardés à la machine. Prochainement, lorsque nous allons utiliser les mêmes dossiers, on n'a pas encore besoin d'aller chercher et les localiser là où il est. C'est le logiciel lui-même qui s'en chargera de localiser ces dossiers là où ils se trouvent parce que étant déjà utilisés pour une fois sur cette machine. Voilà, là je vais cliquer sur créer ou ouvrir un répertoire et je vais aller localiser les dossiers que j'ai créé sur le bureau, qu'il est là, BDD School. Je vais sur mon bureau, je prends le dossier BDD School qui est là-bas, je les sélectionne. Lorsque je sélectionne les dossiers, on me dit que désolé, le dossier sélectionné n'est pas celui des bases de données. Voulez-vous créer une base de données dans ce dossier? C'est vrai, c'est avec raison parce que le dossier est en vide. Et lorsque le logiciel a choisi le répertoire de ces dossiers-là, on a trouvé qu'il n'y avait pas de fichiers de données correspondant à notre logiciel. Alors, nous avons maintenant la possibilité de créer ces dossiers, ces fichiers de données-là parce que c'est la première fois. Si je vais sur le bouton oui, je vais sur le bouton oui. Là, la création de ces fichiers-là est en cours. On commence à créer les fichiers de données. Alors, l'interdiction formelle est de ne plus jamais ouvrir ces dossiers ici. Au cas où vous ouvrez ces dossiers et que vous perdez l'un des fichiers dedans, le logiciel va connaître un dysfonctionnement. C'est ça aussi l'inconvénient de ces modes ici. Les dossiers doivent être tels qu'il est là. On ne peut pas y toucher. On ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas toucher à n'importe quel fichier de données dedans, sinon le logiciel ne va pas fonctionner. Ok, on nous dit ici que c'est fait, vous avez créé la base de données dans les dossiers. La prochaine fois, si vous voulez utiliser cette base de données, cliquez sur le bouton de la connexion existante. Voilà, là je vais sur OK. Directement, nous avons l'interface qui s'affiche là. C'est l'interface de configuration de notre structure universitaire. On nous dit bienvenue sur School. Cette interface se lance une seule fois. Lorsque le logiciel est déjà installé et que vous renseignez ces informations, prochainement vous n'aurez pas encore à revenir dessus parce que ce sont ces informations concernant votre structure universitaire qui seront utilisées tout au long de votre parcours avec les logiciels. On nous dit, nous avons constaté que les informations concernant votre structure universitaire manquent dans la base des données. Vous devez commencer par renseigner les informations nécessaires sur votre structure. Merci de remplir toutes les zones de saisie ci-dessous. Alors là, nous allons suivre seulement les zones de saisie telles que c'est classé. On commence avec la dénomination. Là, on va donner les noms de notre structure universitaire. C'est par exemple Institut supérieur de programmation et Vaxon. C'est le nom de notre structure.
Institut supérieur de programmation Evaxon. Après, maintenant, nous allons préciser les sigles, donc l'abréviation de notre structure. Et ça sera par exemple ISPE, comme Institut supérieur de programmation Evaxon. Ça sera ISPE. La province où est basée votre structure universitaire. Je vais prendre la province du Kasaï central parce que c'est au Kasaï central que ce logiciel a été développé. Je prends Kasaï central. Kasaï central. L'abréviation de la province, on vous a donné par exemple le KIN. Je vais prendre K. C'est très important toutes ces informations. Vous allez voir que ça va revenir sur tous les documents que nous allons générer avec l'utilisation du logiciel. Nous allons préciser l'avenue, c'est l'avenue Kasavubu. On précise d'abord le numéro, c'est 125. Kasavubu. Kasavubu 1. La commune, c'est la commune de Kananga. Le quartier, c'est Malandi. La ville, c'est toujours la ville de Kananga. L'abréviation de la ville, c'est KGA. Le numéro de téléphone, je donne le numéro 243 54 183. Le courriel, donc l'adresse mail, on va donner l'adresse mail. Après, nous allons mettre l'arrêté ministériel de l'institut. On va mettre l'arrêté ministériel. On va préciser l'arrêté ministériel. Voilà, j'ai placé l'arrêté ministériel. Là, maintenant, je vais placer le logo. Je vais aller parcourir sur mon répertoire et chercher là où se trouve le logo. Je clique sur le bouton parcourir. Je vais aller chercher le logo. Ça doit être sur l'un de mes... Je vais sur mon bureau là-bas, dans un de mes dossiers. Je prends le dossier qui est là-bas. Je prends le dossier. J'ai choisi le logo qui est là-bas. Et je vais l'ouvrir directement. J'ai terminé à remplir toutes les zones des saisies les plus importantes. C'est vraiment très important, j'insiste, il faut toujours remplir toutes les zones de saisie, c'est très important. C'est très important plutôt. Et là, je vais maintenant valider. Lorsque je valide, on me dit enregistrement effectué. Et directement, je vais aller sur l'interface d'authentification. Pour le moment, je vais saisir le mot de passe. Par défaut, c'est school, toujours en majuscule. School. Le nom de l'utilisateur, c'est school. Le mot de passe, c'est school. Je vais maintenant préciser l'année académique. Donc, l'année académique en cours, sur l'année académique sur laquelle on travaille. Vous voyez, on a donné l'exemple ici 2023-2024. Je vais prendre par exemple 2024-2025. 2024-2025. Et je valide. Lorsque je valide, directement, le logiciel va commencer à charger certains paramètres pour me retrouver sur l'interface principale du logiciel.
Voilà, là je suis sur l'interface principale du logiciel, je peux l'agrandir. Et enfin, nous pouvons commencer à utiliser notre logiciel eSchool. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous promettons de faire d'autres vidéos pour vous montrer comment utiliser prochainement le logiciel eSchool, module par module, et comment vous allez faire la gestion de votre structure universitaire. Nous vous disons à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Evaxonsoft pour ne pas manquer des prochaines vidéos.